L'élection des gouverneurs dans la province du Bas-Congo et en province orientale, ça se passe aujourd'hui. On en parle ce matin avec Papi Tamba. Il est politologue de formation et membre du PPRD. Bienvenue. Merci, Madame Arlette Matondo. Alors, dans quel état psychologique se trouve actuellement la majorité à quelques heures de ces élections? Nous attendons. La majorité est habituée dans des défis et dans les enjeux démocratiques. Et ça, c'est depuis sa constitution. Donc aujourd'hui, on est très serein, on attend les résultats, on a confiance à la CENI. Donc on a aussi confiance à la maturité politique de tous les différents candidats. Donc nous attendons les résultats. Êtes-vous conscient que vous pouvez perdre aussi dans les deux provinces, donc en province orientale tout comme dans le Bas-Congo? Non, il y a une chose qu'il faut faire observer, c'est que tout se joue dans la famille. L'opposition n'est pas représentée, tout se joue dans la famille. Mais vous n'avez pas pu remporter la victoire au premier tour. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire, que tout se joue dans la famille. Il y a une chose qu'il faut signaler ici, c'est que le chef de l'État, qui est le patron de la majorité, qui est le patron d'une grande famille politique, gère plusieurs ambitions. Et c'est même ça l'exercice de la démocratie. C'est vrai que la majorité, maintenant qu'on fait privé dans l'État, a aussi certaines règles et s'est aussi penché derrière certains candidats. Il s'avère que toujours au nom de la même démocratie, certains membres même de cette majorité ont estimé qu'ils devaient se présenter comme étant des candidats indépendants. Il s'avère qu'aujourd'hui, ils s'affrontent au deuxième tour. Je constate déjà un véritable raclé, un grand échec de l'opposition qui n'existait pas à ce stade. Mais maintenant, entre les gens de la majorité, moi personnellement, je dis que toute personne qui gagnera, ça sera la victoire de la majorité. C'est vous qui le dites, et puisque vous évoquez le président de la République, dans ce cas, si jamais les deux provinces perdaient, est-ce que le président a les prérogatives de dissoudre l'Assemblée? Il n'y a pas de crise qui puisse les justifier. Je ne pense pas que le chef de l'État... Vous devez nous rappeler de certains faits. Ici même, dans ces pays, lors du mandat passé, et je pense même que l'institution est encore là, dans des circonstances exceptionnelles, c'est qu'il y avait un candidat soutenu par la majorité, en l'occurrence au Sénat, le sénateur chez Okitundu. Oui. Il n'a pas gagné, et le président du Sénat qui a été voté, c'est le président Léon Kengouadon, qui exerce encore les prérogatives jusqu'à ce jour. Je ne pense pas que ça posait un blocage dans le fonctionnement des institutions. Parce que la démocratie, madame, c'est un peu ça. Alors, par rapport à cela, moi je me dis que je pense que le monde qui nous observe doit se rendre à l'évidence que la démocratie dans ces pays avance. Donc ça ne donnerait plus droit. Ça ne donnerait plus droit à certains acteurs politiques, tant de l'intérieur que de l'extérieur, de soutenir que la démocratie posait problème dans ces pays. Parce que, madame, il n'y a pas une autre manière de comprendre la démocratie que les droits à un peuple de choisir lui-même ses propres représentants. Et nous sommes dans ces cas de figure qui étaient d'abord vrais il y a encore quelques mois, qui aujourd'hui est encore vrai. C'est-à-dire les députés des assemblées provinciales sont en âme et conscience en train de choisir la personne qu'ils trouvent qui serait capable d'incarner ou de représenter leur province, les intérêts de leur province. D'après vous, donc, la majorité n'a pas échoué? Je suis en train de vous dire ceci, c'est que lorsque la majorité essaie de se prononcer pour un candidat, donc ça veut dire que le souhait est clair, c'est que ces candidats-là soient élus. Mais pourquoi alors le mot d'ordre n'a pas été respecté? Je ne suis pas d'accord d'abord avec les concepts de mots d'ordre. Je pense l'avoir dit ici encore il y a 48 heures. Vous savez, madame, quand on parle des mots d'ordre, cela voudrait tout simplement dire que vous les respectez, vous êtes avec nous, et vous ne les respectez pas, vous partez ailleurs. C'est ce que veut dire mot d'ordre. Alors, je ne pense pas aujourd'hui qu'il y a un seul député d'une assemblée provinciale qui n'aurait pas pris ou bien voté pour les candidats investis par la majorité, qui aujourd'hui devait s'expliquer devant une commission de discipline ou serait tout simplement exclu du parti. Ce n'est pas ça, il n'y a pas de mot d'ordre. Mais comment ça s'explique? Et dans le Bas-Congo et en province orientale, on a pointé de Okusu, on a pointé Jean-Pierre Darwezi et personne n'est passé. Mais le problème est assez clair.
Le problème est assez. D'abord, Dehokus est toujours en lice. Donc, on ne peut pas encore dire que Dehokus a échoué. Oui, mais au premier tour, il a encore en nous lice. tenons Oui, au premier tour, mais j'ai dit qu'il a encore en lice. Bon, pour Daroy, c'est vrai, c'est consommé. Et Dehokus, rien n'est dit qu'il va perdre aujourd'hui. Rien n'est dit. Donc, nous attendons. Et on n'essaye pas de préjuger. Mais madame, dans le fonctionnement des institutions, il y a une chose qu'il faut faire observer. C'est que dans un régime tel que le nôtre, le chef de l'État a la légitimité la plus étendue. Il avait une vision, un programme qu'il a soumis au peuple congolais. Le peuple lui a accordé son suffrage. Maintenant, il doit diriger pour rendre compte au même peuple, c'est-à-dire au bout de 5 ans. Maintenant, pendant ces 5 ans, il y a d'autres enjeux sur le plan national qui pourraient maintenant favoriser au chef de l'État d'exécuter sa vision. Il a besoin d'une majorité au Parlement, faute d'une majorité au Parlement. Justement, c'est comme ça que vous avez pointé Jean-Pierre Daroy. Je sais, je suis en train de dire qu'il risquerait de diriger dans le cadre d'une cohabitation. Ça veut dire qu'il y aura une confrontation de vie, ça bloque son problème. C'est ce qui a toujours été souhaité. Il va motiver. Il va motiver les députés pour dire que votez, au moins donnez-moi la majorité pour bien diriger. De la même manière, il va demander aussi que lorsqu'il y a une assemblée, par exemple, provinciale qui doit faire les choix du gouverneur, il ira aussi voir les députés pour leur dire, donnez-moi la chance d'exécuter mon programme avec les candidats que j'ai choisis. Cela n'est pas un mot d'ordre, ça se passe pareil dans toutes les démocraties. Si nous pouvons changer, il n'y a pas de méfiance. Je suis en train de vous dire que la majorité a triomphé. Il n'y a pas de méfiance. Je suis en train de vous dire tout simplement que le chef de l'État, en tant que père d'une grande famille, gère plusieurs ambitions. Et dans la même famille, aujourd'hui, ce sont les ambitions qui s'affrontent. Maintenant, c'est clair qu'il aurait été souhaitable. Il aurait été souhaitable, par exemple, que le chef de l'État se prononce, par exemple, à travers la majorité présidentielle pour un candidat et que cela soit suivi de faits. Mais il y a aussi une chose qu'il faut considérer, c'est que notre pays est en pleine mutation, même dans sa conception même de la décentralisation. Aujourd'hui, nous devons tirer les leçons. Nous devons comprendre aujourd'hui que les pouvoirs régionaux, c'est-à-dire les pouvoirs au niveau des provinces, dans le cadre de la décentralisation, les pouvoirs locaux sont en train de nous montrer clairement que l'autonomie, d'abord que notre Constitution prêche, ils en ont aujourd'hui besoin. Et cela maintenant devait ramener plutôt une réflexion en profondeur. Pourquoi ne pas apporter une refonte même à notre Constitution si certains aspects de cette décentralisation qui, ma foi, est encore flou, pour maintenant essayer de viabiliser les choses. Là, c'est un message que nous devons comprendre. Alors, on se pose aussi une question, s'il vous plaît. En province orientale, pourquoi est-ce que le PDC et le PPRD n'ont pas fait front commun pour porter haut l'étendard de... Mais madame, c'est ce que je suis en train de vous dire, que ce sont les enjeux de la démocratie, ça se passe partout. Je ne voudrais pas aujourd'hui donner les exemples d'autres pays. Mais c'est une stratégie. Sinon, je vais encore donner des exemples qu'on y vécu, par exemple, en France et dans d'autres pays. Ce sont des cas qui arrivent à certains moments lorsque les partis politiques, les familles politiques sont en train de connaître une phase de mutation. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, nous sommes devant une situation où nous constatons tout simplement que la réalité de la décentralisation. Vous savez, en France, ça a commencé par la révolution de Paris. La révolution a été une demande de la base. Les pouvoirs centraux ne l'avaient toujours pas compris. C'est après la révolution de Paris, maintenant, que ça a ramené une réflexion en profondeur. Ici, on ne parle pas de révolution, mais on parle tout simplement d'un constat. Le constat, c'est qu'au moment où nous fixons les critères sur le plan national, les gens sur le plan local ont aussi des critères. Est-ce que ces critères-là se marient? Est-ce que nous les imposons? Ou tout simplement, nous devons maintenant entendre, aller au contact de ces différents critères, pour maintenant essayer d'entrer cela dans la moule de l'univers politique, de la manière que nous voulons qu'elle soit organisée. Donc là, c'est une leçon. Et cette leçon, madame, lorsque certains faits arrivent dans la vie, sinon nous serons tout simplement des petits liés. Personne dans ce monde n'a cette qualité de prévoir, par exemple, que voilà, à un certain moment, il y aurait un tel courant qui va souffler. Lorsque les têtes pensantes se réunissent, ils savent quand même projeter l'avenir, ils savent quand même comment contrecarrer les choses. Donc, on aurait dû voir tout cela. C'est ce qui, mais je suis en train de vous dire que c'est ce qui s'est toujours fait et avec succès. Sauf que là, nous ne sommes plus devant un cas général. Madame, on a toujours dit que devant un cas général, on recourt aux solutions générales. Et devant une situation d'exception, naturellement, il faut aussi recourir aux solutions d'exception. L'exception, c'est quoi?
C'est que nous avons vu au monde, par exemple, des gens se réunir pour faire certaines prévisions et revenir sur ces prévisions parce qu'il y a quelque chose qu'ils n'auraient pas prévu, entre autres la crise financière, par exemple, entre autres les tsunamis, entre autres certains faits. Il y a plusieurs mutations dans ce monde qu'on peut faire observer. Les exemples sont légion. Le temps me manquerait de vous le dire. Aujourd'hui, moi je constate, plus qu'en 2006, nous constatons qu'aujourd'hui, il y a une demande réelle du pouvoir, de l'autonomie au niveau des provinces. Maintenant, au niveau de l'Assemblée nationale, il y a encore des sujets non résolus par rapport à ces sujets. Entre autres, on parle de la rétrocession, ou on parle de la retenue, entre autres, comment rendre cette décentralisation plus visible, passer à 26 provinces. On doit maintenant se saisir de ce genre de préoccupations, des questions pour apporter les véritables réponses. Parce que nous les constatons et nous sommes devant ces cas de figure. Maintenant, moi, ma satisfaction est réelle. C'est de savoir que tout se joue dans la majorité. Donc ça veut dire que même dans cette nouvelle configuration, dans cette mutation, la majorité a encore triomphé. Ah bon? Et l'opposition pense que les gouverneurs qui seront élus ne seront pas légitimes du fait que le mandat de députés nationaux va expirer. Enfin, vous savez, nous avons une opposition qui nous a habitués, à des sorties. On ne comprend plus rien. Il n'y a plus de lisibilité avec cette opposition. Lorsque les candidats, les gouverneurs qui étaient en place sont devenus des honorables députés et que les postes étaient vacants, dirigés par des vice-gouverneurs, l'opposition avait crié à une situation de non-droit. Peut-être avec raison. Aujourd'hui que les choses se régularisent, les choses se formalisent, l'opposition crie encore à une absence de légitimité. Dans la vie, lorsqu'on fait de la politique, on doit avoir une certaine cohérence et une perception claire des choses. Il faut que les gens arrivent à vous suivre. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes contre la francophonie et après vous changez pour dire que bon, parce que la francophonie va se dérouler, vous êtes contre la venue du président François Hollande, il confirme sa venue, vous commencez à l'insulter, à la limite des insultes, c'est ce qu'on a pu observer, et le même président François Hollande vient ici, vous faites la queue pour pouvoir les rencontrer. Il n'y a plus de lisibilité. C'est ce qu'on n'arrive plus à comprendre. Moi, j'aimerais dans le cadre même de l'équilibre des institutions, que nous puissions avoir une opposition assez intelligente, assez percutante, qui soit un peu en mesure de nous proposer des alternances, que de se vautrer toujours dans des contradictions et des confusions de genre. Là, nous constatons, c'est un mélange de gens qui est regrettable. Moi, je dirais dire, c'est le mot qui est regrettable. Alors, une dernière question avant de nous quitter. On voudrait savoir qu'est-ce que vous attendez, puisque vous dites que la majorité est toujours en triomphe, qu'est-ce que vous attendez des nouveaux gouverneurs qui seront élus dans le Bas-Congo et en province orientale? Les nouveaux gouverneurs qui seront élus doivent tout simplement, ou qui seront élus, doivent tout simplement se mettre à la tête. C'est que 2006 n'est pas 2011 ou 2012. Ça voudrait tout simplement dire que notre constitution, entre les deux, avait subi une refonte ou une révision. Où nous savons qu'aujourd'hui, on peut être gouverneur, mais on peut aussi rendre certains comptes, et il y a aussi possibilité de déchéance d'un gouverneur. Ils doivent se rappeler que sur le plan national, il y a quelqu'un qui s'appelle Joseph Kabila qui a été élu. Cette personne qui a été élue sur la base d'une vision et d'un programme qui s'appelle la révolution de la modernité. Moi, je pense qu'en tant que d'abord membre de la majorité, je dis peu importe celui qui sera élu, en tant que membre de la majorité, ils doivent commencer par se donner un premier devoir. Le premier devoir, c'est de dire qu'ils doivent essayer d'accompagner la personne qui a la légitimité la plus étendue, c'est-à-dire les chefs de l'État plutôt en l'occurrence, vers la réalisation